cette deuxième partie de la matinée est dédiée au partage d'expériences de nos enseignants et du personnel d'accompagnement à la pédagogie. Donc, ça suit justement cette première table virtuelle et où on a pu déjà écouter des expériences de l'étranger, mais aussi ce qui s'est fait un peu dans nos écoles avec IMTBS. Donc maintenant, l'idée, ça serait vraiment que ce soit des choses qui ont été mises en place pendant les confinements par des enseignants de nos écoles. Et on en a 6 présentations qui devront être faites avant 1 heure. Donc, je vais être un peu strict avec les temps. Donc, normalement, ça, c'est 10 minutes pour chaque présentation, plus 5 minutes d'échange. Et pareil pour les échanges, vous pouvez écrire vos questions sur le chat ou éventuellement à la fin de la présentation, lever la main et je vous donne la parole. Comme ça, on peut aussi échanger de façon un peu plus dynamique. Et donc, on peut commencer. J'ai donné à chaque personne qui doit présenter l'accès des co-animateurs. Donc, si vous avez des PowerPoint, des slides à nous présenter, vous pouvez les faire défiler et vous avez la main pour ça. Et donc, je propose de continuer avec l'ordre qui est affiché sur les slides. Donc, on commence avec John Dunderley de IMT Minalbi. Et donc, je laisse Jean partager son écran et où nous faire partie de son expérience. Ok, bonjour tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. Ok, donc mon nom est John, je suis prof d'anglais à l'école des mines d'Albi Carmo. Donc j'ai écouté les discussions depuis ce matin, beaucoup de discussions existentielles par rapport à tout ça. Donc je vous préviens que ce que je vais vous dire là, c'est un peu basique. Je suis resté dans le concret et je vais vous présenter ce qu'on a fait pour essayer de générer un peu plus de créativité, d'interactivité dans nos cours. Donc, des cours d'LV1, des cours d'LV2. Voilà, donc je vais vous présenter quelques problèmes qu'on a pu rencontrer, après des solutions, et on dit un petit temps d'échange à la fin. Avant le confinement, la situation parfaite, on est des bons profs, on avait fait des classes inversées, flipped classrooms, ça marchait très bien. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. Donc, il fallait tout repenser. Ce qui marchait avant ne marchait plus. On a basculé dès le mois de mars en cours synchrone avec Zoom. Vous, comme moi, je pense que vous êtes dans beaucoup de groupes de travail. Parfois, ce qu'on fait dans les groupes de travail, c'est très intéressant et parfois, c'est des usines à gaz. Et je pense que pour nous, le passage Covid, c'était vraiment un coup de pied au derrière en termes de pédagogie. On était obligé de basculer dans un autre monde. Donc, pas si facile que ça. Mais voilà, donc on va voir le Covid dans ce cas-là comme quelque chose un peu positif parce qu'on était obligé d'explorer d'autres pistes, des outils, des méthodes, etc., etc. Alors, donc les problèmes, qu'est-ce qu'on a pu rencontrer comme des problèmes? Et le problème pour nous, c'est les cours longs vivants, donc vivants interactifs et à distance, c'est très, très, très compliqué. Même en cours présentiel, c'est pas si facile de générer l'interactivité entre le prof et les élèves. Et maintenant, avec Zoom, par exemple, ils ont la possibilité de se cacher derrière
derrière le micro. Et donc, la fameuse phrase « Monsieur, le micro ne marche pas », ça rend la tâche encore plus complexe. Vous ne voyez pas le visage des élèves, vous ne voyez pas les réactions, vous ne savez pas s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris. Très, très, très compliqué. Autre problème, la bandwidth, la bande passante. Moi, je suis à Toulouse, j'ai une connexion qui marche à peu près bien, mais j'avais des élèves au fond de l'Aveyron. Vous avez beau essayer de montrer des super vidéos, ça passe pas, c'est saccadé. C'était pas génial. Donc, voilà, des problèmes purement techniques. Aussi, problème de stress des collègues. J'ai une équipe de vacataires, j'ai une quinzaine d'élèves de vacataires d'anglais, une vingtaine d'élèves de vacataires en LV2, pas forcément très technophiles. Donc, j'ai passé pas mal de temps à faire des formations sur Moodle, Zoom, etc., etc. Les élèves, comme vous avez évoqué aussi tout à l'heure, stressés à cause de leur avenir, beaucoup de stress. Aussi, on fonctionnait dans un mode dégradé, c'est-à-dire que c'est notre source de stress. Les profs, ils étaient mal à l'aise avec ça. Les cours à distance, c'est pas aussi bien que les cours en face à face. On ne peut pas faire la même chose. Donc, il fallait marteler le message qu'effectivement, on fonctionne en mode dégradé. On ne peut pas tout faire. Il faut faire ce qu'on peut. Et voilà. Ça, c'est aussi le problème, ce qu'on appelle inception, le problème d'inception en anglais. C'est que quand vous utilisez les outils comme Zoom, vous commencez à partager l'écran, vous commencez à mettre les élèves dans les petites salles, eux, ils partagent l'écran, vous avez le tableau interactif. À un moment donné, vous ne savez plus où vous êtes. C'est Alice au pays des merveilles. Vous ne savez pas ce que vous voyez, vous, ce qu'ils voient les élèves. Et donc, c'est le genre d'outil où il faut rester ultra concentré et vous sortez de là complètement lessivé. Mais on n'est pas là pour la déprime, donc je vais vous parler de quelques solutions aussi. On utilise beaucoup les petites salles. Pourquoi? Parce qu'en langue, fait pas mal de débats, par exemple, et avec la petite salle, on peut mettre les élèves dans les petites salles pour travailler ensemble dans leur groupe et après enfin, revenir tout le monde dans la grande salle pour faire le débat. On a trouvé la fonction très, très, très utile. Un astuce aussi, moi j'ai la chance en langue, on travaille avec des petits groupes de 15-18 élèves, donc je connais les élèves, je connais les prénoms. Si vous posez une question au groupe, vous n'avez rien, vous n'avez aucune interactivité, aucun feedback. Si vous dites « Jules, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, Jules, en fait, il est obligé de communiquer avec vous. Et Agathe, dans l'autre salle, elle entend Jules, donc elle dit « Ah, c'est moi le prochain ». Donc, vous allez créer un espace d'énergie un petit peu, tout simplement en utilisant les prénoms des élèves. Et en bas, là, le petit bonhomme, on utilise pas mal le tableau interactif avec les élèves. On demande aux élèves de dessiner pendant le cours. Et ça aussi, ça génère pas mal d'interactivité. Mais là, c'est notre ami Framappad. C'est un peu ringard peut-être. Il y a d'autres outils un peu plus sexy, genre Google Docs, Google Drive, Padlet, Linio. Mais ça, c'est un cours que j'ai fait moi, peut-être vous le voyez en haut là. Mais l'avantage de Framappad, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Les gens, ils sont de plus en plus anti-Google, ils créent des comptes, ils se font spammer, c'est pas génial. Donc, nous, on s'est retourné vers Framappad, on posait une question, après les élèves écrivent en temps réel. En tant que prof de langue, c'est très intéressant de voir la façon de faire, hein, d'écrire en temps réel. Donc, Framappad, c'est un outil où vous allez garder une trace aussi sans enregistrer tout le cours Zoom. Un autre outil qu'on a utilisé pas mal pour créer l'interactivité, c'était Google Earth.
Donc, on demandait aux élèves de nous amener dans leur pays, pas mal avec des cours de FLE. Là, par exemple, je vous amène dans une île en Écosse où j'ai fait l'enterrement de vie de garçon de mon frère. Et donc, on demande aux élèves de nous amener à travers l'outil Google Earth, visiter des pays, des endroits. Et je pense qu'à la rentrée, si on est obligé de commencer les cours avec les nouveaux élèves, c'est pas mal. C'est une activité intéressante, par exemple, pour faire une brise de glace, par exemple. Alors, finalement, et je vais m'arrêter là, je pense que le Covid, pour nous, c'était un test. On était vraiment obligé de faire un choix entre ce qu'on allait faire avec les élèves et ce qu'on allait faire à côté. Toujours pareil, je pense que si ça continue à la rentrée et après, ben, ça va être une autre histoire. Mais pour le moment, justement, le coup de pied au derrière, ça génère beaucoup d'énergie dans l'équipe. On cherche des solutions. Et pour le moment, j'ai moins d'absentisme en langue que j'avais en face à face. Voilà. Merci. Donc, je vais arrêter Jean. là. Si vous avez des questions, je suis à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions? Les micros ils sont ouverts. Oui, je veux bien tenter une question sur la dernière réflexion. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'absentéisme est plus faible? Pourquoi est-ce que le présentéisme est meilleur? Parce que les cours sont plus dynamiques, plus vivants, ou bien parce que l'étudiant a plus de difficultés avec l'éloignement et du coup, il se concentre plus? Je ne sais pas du tout. Nous, on fait pas mal de sondages avec les élèves pour voir, tester la température, est-ce qu'on fait des choses bien ou pas. En fait, nous, en langue, en LV1, on avait des plages de 3 heures avec 18 élèves. On a coupé ça, en fait, trois plages de 1 heure avec 6 élèves chaque fois. Et ils apprécient pas mal d'être que 6. Ils ont plus de temps de parole, par exemple. Et moi, je vois avec les élèves qui ne participaient pas avant en face à face, ils participent beaucoup plus avec Zoom. Donc, je pense qu'il y a plein de raisons. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des collègues où il y a beaucoup d'absentisme. Je pense que le choix de faire des cours synchrones, c'est-à-dire que le mercredi matin, ils savent qu'ils ont leur cours d'anglais, ça ajoute un peu de structure dans leur vie. Et mine de rien, je pense que c'est important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste concernant ton investissement au niveau temporel et comment tu as vécu tout ça, parce que je vois que tu as fait beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'il y a toute une intégration de nouvelles ressources dans ton cours, soit parce qu'il y a des nouveaux outils comme Google Earth, etc. Au niveau des temps, comment tu as vécu tout ce changement? C'est une bonne question. Par exemple, j'ai créé des escape games virtuels. Je pense que ça m'a pris 10 heures pour le faire, hein, et les élèves, ils ont torché ça en 45 minutes. Donc, tu te poses des questions. Mais en fait, tout ce que je fais maintenant, je le fais uniquement si je sais que je peux le réutiliser dans l'avenir. Je ne vais pas faire les one-shots, ce n'est pas possible. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que moi, j'ai une équipe, c'est que des vacataires. Donc, eux, je ne vais pas leur demander à eux de s'investir massivement parce qu'ils travaillent dans plein d'autres établissements. Donc, moi, en tant que responsable, quelque part, c'est mon rôle de créer des supports, de créer des ressources et après pré-mâcher un petit peu le travail pour les collègues et après distribuer ça aux collègues. Mais encore une fois, tout ce que je fais maintenant comme investissement dans les nouveaux outils, Escape Game, tout ça, c'est sûr que je vais être capable de réutiliser dans l'avenir.
Tu peux en dire plus là sur. Salut John, tu peux en dire plus sur ton escape game virtuel parce que ça pourrait être réutilisé par toi, mais aussi par d'autres, quoi. Et moi, il y a des étincelles dans mes yeux là. Je pense que tout ça est enregistré. Je peux partager les liens. J'utilise un outil qui s'appelle Geniali, D'accord. donc en fait, qui propose des templates pour les escape games. Et après, ben, tu suis les tutos sur YouTube et tout ça. C'est assez facile à utiliser, c'est gratuit. Ouais, tu peux créer des trucs chouettes. Tu peux pousser les gens assez loin. Tu peux intégrer en fait les éléments de Google Earth où en fait ils vont dans le Street View, ils vont marcher dans la rue pour regarder les trucs. C'est très puissant comme outil. Donc, ouais, si vous voulez, je vous partage le lien avec Oui, vous. je veux bien que tu partages le lien. Et toi, tu l'as utilisé dans quel contexte? Juste pour savoir. Bon, il y a l'outil d'une part, mais toi, l'utilisation que tu en as faite. Moi, c'était pour valider à la fin d'un module. On avait fait un module sur l'interculturel, par exemple. Et au lieu de faire un test, après Louis, je pense qu'un de mes collègues, il va parler des difficultés de faire les tests des DS et tout ça. Au lieu de faire un DS sur table classique, je leur ai filé un escape game à faire limité dans le temps et pour voir s'ils avaient bien compris tout ce que j'avais dit pendant les cours. Excellent. Je suis vraiment preneur du lien, John. Merci. OK, pas de souci. Merci, John. Et je pense qu'on peut passer comme ça, on respecte les temps, à Louis Adam, qui est juste là. Et je pense que tu as aussi la possibilité de partager ton écran. Oui. Ton animateur. Bonjour tout le monde. Merci, John. Ok. Alors, vraiment, vous devez voir mon écran. Oui, pas de souci. Oui, c'est très bien. Alors, donc, je suis Louis Adam, je suis chargé d'enseignement et conseiller pédagogique aussi à IMT Minalbi. Alors, je vais vous parler un peu avec les deux casquettes, ici à la fois en tant que chargé d'enseignement, en tant qu'enseignant, et en tant que membre du pôle pédagogique, donc on appuie aux autres enseignants. Alors, l'idée, c'était de faire un petit retour d'expérience sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des évaluations, voilà, pour de grands groupes non surveillés. Alors là, ça va être assez peut-être plus terre à terre que la présentation de John, mais on n'est pas sur des escape games. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut réussir quand on passe du surveillé au non surveillé à remplir nos objectifs. Alors voilà, donc on avait des devoirs surveillés qui deviennent, le contexte vous le connaissez tous, qui deviennent non surveillés d'un coup. Et dans ce contexte, nous, ce qu'on voulait, c'était déjà notre premier objectif, c'est de conserver l'alignement pédagogique. Ça parlera, je pense que ça vous parle. Donc, entre les objectifs d'apprentissage et l'évaluation. D'essayer, en tant que faire se peut, d'évaluer individuellement les compétences et d'assurer la meilleure équité possible entre les élèves. Alors, entre ceux qui jouent le jeu et qui font les choses sérieusement et ceux qui se contenteraient juste de recopier une réponse qui a été obtenue par quelqu'un d'autre ou voire juste copier-coller depuis Internet ou ailleurs. Un élément de contexte, ce que je vais vous présenter là, c'est basé sur l'utilisation de notre plateforme Moodle qui s'appelle Campus chez nous et basé sur l'activité quiz. Donc c'est vraiment un focus là-dessus, sachant que tout ne se fait pas forcément là-dessus. Il y a différentes formes d'évaluation, mais je vais vous présenter un petit retour d'expérience là-dessus. Donc le constat, c'est qu'on passe d'une situation où un devoir surveillé, où on arrive à contrôler assez bien l'individualisation des réponses, à quelque chose qui, à mon avis, ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire surtout avec la fin du confinement, c'est-à-dire voilà, des évaluations qui, à mon avis, et ils auraient tort de s'en priver, qui ressemblent plutôt à quelque chose qui est un travail en commun. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à prendre en compte ce contexte-là, il y a plusieurs pistes qu'on a explorées. Il y en a quelques-unes que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui.
une première piste, ça peut être faire des questions ouvertes, donc des questions de composition sur campus. Là, c'est relativement rapide à préparer. Par contre, c'est assez long à corriger parce qu'on revient à la correction de DS classique. Et en termes d'atteinte des objectifs, pour en avoir fait, on se rend compte que on met des questions ouvertes. Et puis, on se rend compte que sur la moitié des copies, en fait, c'est juste des copier-coller de l'un vers l'autre. Donc, forcément, on peut mettre des sanctions, hein, mais ça prend toujours du temps pour se rendre compte qui a copié sur qui, etc. Puis, c'est pas forcément très agréable à corriger non plus. Donc, ça, c'était pas forcément la… Voilà, ça peut être utile, mais c'est pas forcément la meilleure piste que j'ai vue à ce jour. Alors, on peut faire des questions qui sont tirées au sort. Ça, c'est bien en termes d'individualisation. C'est bien en termes de correction aussi, parce que la correction se fait toute seule. Par contre, si on veut avoir assez de questions pour une préparation, ça représente un investissement qui est quand même non négligeable, surtout sur des promos assez grandes. Quand on est à 180 étudiants, faire 180 questions différentes, ce n'est pas forcément facile. On peut faire des questions calculées sur campus. Donc là, pareil, en correction, c'est relativement facile. Enfin, ça se fait tout seul. Il faut quand même un temps de préparation pour préparer les questions calculées. Ce n'est pas aussi simple, pas aussi trivial qu'une question QCM classique. Alors, je vous en montrerai un exemple juste après, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ça. En termes d'atteinte des objectifs, c'est pas mal, mais on verra après, s'il y en a quelqu'un qui a trouvé la formule, il peut juste donner la formule à tout le monde et tout le monde peut faire juste l'utiliser pour répondre. Et enfin, la dernière piste que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était des questions qui sont générées automatiquement, qui permettent d'atteindre quand même pas mal les objectifs. Et je vais vous montrer après qu'est-ce que j'entends par là. Alors, ce que je voulais dire là-dessus aussi, c'est qu'il y a sûrement d'autres solutions, d'autres façons d'évaluer. Ça, c'est sûr, de toute façon d'évaluer, mais même dans l'activité campus, Moodle, il y a peut-être aussi d'autres choses. Donc, c'est juste des pistes. Hein. On n'est pas là sur une solution qui est parfaite. Alors, dans les exemples, donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de la question calculée, l'idée, c'est qu'on a un énoncé dans lequel on peut faire changer les données. On peut faire varier automatiquement les données et ça change automatiquement les réponses. Donc, on a des données, des réponses qui peuvent être uniques pour chaque participant. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, de façon juste triviale, coller la réponse que les autres ont obtenue. Donc, les étudiants, ils peuvent communiquer entre eux, bien sûr, mais ils peuvent communiquer sur la méthode. Ils ne peuvent pas communiquer sur le résultat. Et le fait de communiquer sur la méthode, pourquoi pas, ça peut générer un apprentissage pendant l'évaluation. Ça veut dire, oui, tu vois comment on fait ça, ils peuvent s'expliquer comment on le fait et chacun va calculer avec ses données à lui. Donc, ça peut être un point positif de ces choses-là. Ça peut permettre de générer cette collaboration pendant l'évaluation. Ça peut permettre de générer un apprentissage. Par contre, si un élève a trouvé la formule, il peut juste la communiquer aux autres. Et du coup, là, il n'y a pas forcément d'apprentissage. C'est juste donner la formule. Et un problème qu'on a vu là-dessus, c'est qu'on ne peut pas faire de calcul directement dans l'énoncé. Les données doivent être des données dans les jeux de valeurs et on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut dans l'énoncé. Pour essayer de vaincre un peu ces inconvénients, on a mis en place ce qu'on appelait la génération automatique d'exercices. Voilà, c'est juste une idée qu'on a eue et qu'on a mise en place sur 2-3 QCM et qui je pense, peut peut-être intéresser d'autres personnes. C'est pour ça qu'on voulait vous la faire partager aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de partir sur un squelette de questions qu'on crée sur Moodle et qu'on va injecter dans un programme. Là, c'est un Python, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font avec MATLAB notamment. Et à partir de là, on peut générer plein de questions différentes en faisant varier soit les données, on verra après, soit la structure même de l'exercice. Et après, on vient réimporter ça dans Moodle et ça va nous permettre d'avoir 200 questions différentes. Et ensuite, on va venir tirer au sort pour chaque apprenant une de ces questions-là. Donc, chacun aura une question différente. Donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Alors, on utilise pas mal avec ça avec les questions closes. Une question
clause, c'est une question dans laquelle on peut regrouper différentes sous-questions. Ça permet de regrouper pas mal de choses en un seul exercice, une seule question. Donc ici, c'est un QCM de structure composite. Donc on pouvait faire varier les propriétés mécaniques de notre matériau. On pouvait faire varier d'autres données dans notre matériau. Et en fonction de ça et ça, les étudiants devaient remplir ces matrices, qu'on appelle des matrices de rigidité, ici. Et donc, à la fois les données et du coup les réponses, elles sont générées aléatoirement dans le programme Python. Donc, on peut faire des calculs à la fois dans l'énoncé. Et on peut aussi, grâce à la question clause, combiner de nombreuses questions en une seule. Si on aurait pu faire ça avec une question calculée, mais il aurait fallu une trentaine de questions calculées différentes pour les faire répondre à chaque fois à chaque composante de ces matrices. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est qu'en termes de temps de programmation et temps d'exportation-importation, il y a un petit peu d'investissement à faire, sachant que ça ne dépend pas du nombre de questions qu'on va faire. Qu'on fasse 10 questions ou 5000 questions qui sont dérivées du même squelette, on a le même temps. C'est intéressant pour des grands groupes. Un dernier exemple ici, toujours avec une question clause qui est utilisée dans un cours de gestion de projet avec 180 élèves ou alors avec 45 apprentis. Ici, c'est la gestion de projet, donc on a différentes tâches qui vont suivre d'autres tâches et chaque tâche va avoir une certaine durée. L'idée ici, c'est que on peut faire varier à la fois la durée de ces différentes tâches. On peut faire varier quelle tâche arrive avant l'autre, donc un peu même la structure même de l'exercice. Et on peut faire varier aussi les questions. C'est-à-dire que suivant les élèves, ils n'auront pas les mêmes questions. Donc, ils ne pourront forcément pas communiquer entre eux sur les réponses, vu qu'ils n'ont même pas les mêmes questions. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir quand même des choses qui sont similaires en termes de difficulté entre les élèves, mais on peut réussir comme ça à avoir des centaines de variantes différentes du même exercice. Donc les formules elles-mêmes sont différentes d'une question à l'autre. En termes de retour d'expérience, plus globalement sur ces pistes-là, sur ce qu'on a mis en place là-dessus. Donc il y a l'accent, les enseignants essaient de mettre l'accent sur tout ce qui était compétences d'analyse, compréhension, application. Voilà, de laisser de côté tout ce qui est question de cours, parce que là, il n'y a pas forcément d'intérêt. On ne peut pas empêcher l'accès aux documents, forcément. Après, est-ce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'empêcher l'accès en situation à un minimum authentique. Donc voilà, ça, c'est plutôt un point positif. Un autre point positif, c'est qu'on a des résultats qui sont à peu près similaires quand on met un peu des QCM un peu évolués, en termes de moyenne, on va dire, par rapport à des exercices en présentiel. Par exemple, le cours de gestion de projet, il était déjà fait sous forme de QCM, mais en QCM surveillé, en DS. Et là, avec la nouvelle méthode, on arrive à avoir des résultats similaires. Quand on fait des QCM classiques non surveillés, ce qui a été fait juste après le confinement, on a une moyenne à 17, avec le mini à 16 et le maxi à 18. Il y a peu d'intérêt en termes d'évaluation des compétences. Donc, il y a un temps de correction qui est significativement réduit par rapport à un DS en présentiel. Voilà, même si on met quelques questions un peu ouvertes, on arrive à avoir des temps de correction qui sont rapides. Par contre, les difficultés, c'est que ce n'est pas facile d'évaluer la démarche. Voilà, par exemple, là, je prépare un DS de calcul de structure. On peut leur demander de choisir de donner la bonne réponse à un calcul, mais on ne saurait pas quand on ne va évaluer que le résultat final, donc on ne sait pas s'ils se sont trompés par exemple sur l'application numérique ou s'ils se sont trompés dans le début de la démarche, et c'est compliqué de faire un feedback constructif aux étudiants. Il y a des problèmes techniques qui sont souvent à résoudre en direct. Les étudiants, tout ce qui est dépôt de fichiers qui ne se fait pas à l'heure, les tolérances, les unités. Donc ça génère quand même du stress. Ça, c'est un point important. Ça génère du stress pour les enseignants, ça génère du stress pour les élèves et ça génère du stress pour le pôle pédagogique qui est là en support dans les enseignements. Ça demande un accompagnement du pôle pédagogique. Alors, on a une formation qui est en hybride, donc les enseignants sont quand même assez à l'aise sur tout ce qui est
déposer des cours sur le Moodle classique. Par contre, quand on veut faire des QCM un peu plus évolués, ça demande pas mal d'accompagnement, donc c'est du temps investi par le pôle pédagogique et aussi par les enseignants pendant la mise en place des QCM. Donc voilà quelques pistes mais qui sont complémentaires à d'autres types d'évaluations qu'on peut avoir. C'est le Graal, mais quand même ça peut aider à essayer d'évaluer un peu plus individuellement les compétences. Merci, Louis. Et merci beaucoup. Et il y a beaucoup de questions concernant les présentations. Je vous signale qu'à la fin de l'atelier, on va vous envoyer les présentations. Donc, ça sera la semaine prochaine avec les vidéos de chaque moment de ces ateliers. Et maintenant, si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre une ou deux questions pour Louis. Louis, merci beaucoup pour ta présentation. Tu as évoqué cet outil Python. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Notamment, visiblement, il y a un investissement initial. Alors, est-ce qu'il est faisable par un non-informaticien? Et qu'est-ce qu'il représente globalement? Par exemple, la création de ce test qui a permis de générer 200 questions différentes, ça a représenté quoi en temps d'investissement? Alors le programme Python, c'est moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas informaticien. Je me débrouille un peu, mais c'est pas. Il n'y a pas de. La squelette du Python, du programme Python, elle est déjà là. Ça m'a pris peut-être une demi-journée. Après, pour faire un nouveau QCM, il faut compter 1 heure. Ce n'est pas dramatique en termes d'adaptation du programme. En fait, l'idée, c'est de copier-coller. C'est des copier-coller d'une question de la question close, du XML dans le programme Python. D'accord. OK. C'est vraiment accessible sans problème. D'accord. Ben, je suis preneur du code et je jetterai un œil, effectivement. D'accord. Oui, je ne sais pas comment partager le code. Il n'y a aucun problème. Je sais pas si... Tu me l'envoies par mail. Enfin, si tu ne l'as pas mis sur un Git. Je te l'envoie. Ah non, non. Je codé avec les pieds, mais ça marche. D'accord. Merci. Merci, Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe à notre troisième. Si le partage peut être plus large, ce sera très bien aussi. Je vous le mets dans le chat, si vous voulez. Merci. Oui, Ingrid, j'aurais une petite question pour Louis. Oui. Alors, peut-être que tu l'as dit, mais je n'ai pas trop compris. C'est quoi la question close, alors? Alors, une question close, c'est une question dans Moodle qui permet de mêler à la fois du texte et des zones de réponse. Donc, les zones de réponse, ça peut être soit des choix des QCM, ça peut être soit des valeurs numériques que les étudiants vont entrer, ça peut être ce genre de choses, principalement ça, ou du vrai ou faux. Donc, ça permet de regrouper différentes questions dans une même question. Ok, merci beaucoup. Merci, Louis. Et je pense qu'ensuite, avec la prochaine présentation qui continue avec les questionnements concernant les QCM, donc Michel Beck-Beder de Mines Saint-Étienne. Je vous laisse partager votre écran si vous avez une présentation à nous montrer. Et sinon, je vous laisse la parole. Alors, merci. Alors, donc, apparemment, le son fonctionne. Du moins, je vois que ça bouge. Par contre, ça me dit que je ne peux pas partager l'écran. Et on va regarder ça immédiatement parce que normalement, vous êtes bien co-animateur. Oui, je vois écrit co-animateur, mais quand je clique sur partager l'écran, ça me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc voilà, normalement, vous êtes animateur. Alors, donc, OK, j'essaye encore. Partager l'écran. Cette fois, ça a l'air d'être correct. Il faut encore cliquer ici. Ah, oulala, ça a tout changé l'affichage chez moi. Est-ce que vous voyez une diapo? Et c'est une diapo, mais oui. C'est un PDF qui a l'air d'être une question, un QCM. Alors, c'est qu'une partie des choses, donc c'est pas bon. Je réessaye. Je réessaye. Le menu a complètement disparu. Alors, je ne sais pas comment faire ça. J'arrête le partage et je réessaye.
Est-ce que là, c'est ça marche mieux? mieux. Oui. Voilà, personnaliser un QCM. OK. Voilà, donc j'ai plus de retour vidéo de ce que j'envoie, mais tant pis. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est un peu les mêmes contextes que ce qu'a décrit Louis avant. C'est un contexte d'évaluation sans surveillance, grosso modo. Donc je ne vais pas revenir sur ce genre de choses. Alors moi, ce que j'avais prévu au départ pour l'évaluation de ce cours qui a débuté avant le début du confinement, c'était un TP d'une part et puis un examen final d'autre part. Voilà, ça c'est ce que je faisais habituellement. Puis cette année, le TP, je m'étais dit, j'en ai marre de corriger 20 fois le même TP parce qu'ils copient les uns sur les autres. Donc j'avais annoncé aux étudiants, voilà, vous faites le TP, je ne corrige pas le TP. Par contre, dans l'examen, il y aura aussi des questions sur le TP. Voilà, puis donc j'avais prévu plutôt un examen, disons, traditionnel, surveillance avec rédaction, et puis voilà, le coco est arrivé, donc il a décidé de tout changer. Donc je me suis dit, je vais essayer d'évaluer avec un QCM, donc je savais qu'il y avait cet outil-là sur Moodle, donc un QCM, vous connaissez bien sûr, donc c'est juste un diapo de à quoi ça ressemble pour un étudiant. Il y a une question et puis on choisit entre ici il y a B, C, D. Donc, si tous les étudiants voient le même QCM, ça fait 1B, 2C, 3K, etc. Donc, c'est la bataille navale et tout le monde donne les mêmes réponses. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, personnaliser les QCM. Donc, ça peut se faire un tout petit peu avec Moodle parce qu'il peut… Alors, je connais très peu Moodle, hein, pas plus que Zoom d'ailleurs. Et donc, il y a peut-être des choses que ça pourrait faire. Enfin, tout ce que j'ai trouvé dans Moodle, c'est pouvoir mélanger les réponses. C'est-à-dire, il faut, plutôt que de dire question 1, réponse A, il faut dire question 1 est une très grande mémoire physique. Mais bon, ça change, ça complique quand même pas beaucoup le travail. Donc la personnalisation, si on veut la faire, il faut aller un petit peu plus loin. Alors donc dans Moodle, on peut importer, donc on a un peu évoqué ça, Louis a un peu évoqué ça dans la présentation précédente, on peut importer des questions. Et donc j'ai découvert ce truc-là. Et donc, ça s'importe, on peut créer un fichier XML. Alors, il y a d'autres formats d'importation. Bon, XML me connaît, donc je ne vais pas aller voir plus loin. Mais la question précédente, si on veut l'importer dans une banque de questions, alors pas dans un quiz ou dans un test, mais dans une banque de questions, il faut la question précédente, voilà à quoi elle peut ressembler. Donc, on retrouve le texte, bien sûr, et puis ici, on retrouve le fait qu'elle a la bonne réponse parce qu'elle a une fraction positive, et puis les mauvaises réponses, une fraction négative. Voilà, donc ça, ce n'est pas pour insister plus là-dessus, mais pour dire qu'on peut avoir créé les choses informatiquement. Alors, donc, cette question-là, troisième présentation de la même question, donc c'est celle que vous avez aperçue au tout début en plus grand. Cette question, c'est grosso modo un début de question. Donc là, c'est le B00, Q02, la mémoire virtuelle et puis 4 réponses possibles, dont une qui est bonne, donc elle s'est marquée avec un petit plus et c'est marqué avec la lettre R dans son identifiant. Donc, la mémoire virtuelle donne l'illusion d'une très grande mémoire centrale. Et puis les 3 autres réponses ne sont pas bonnes. Donc jusque-là, on est dans le QCM traditionnel. Alors donc si on veut personnaliser, et je vais passer à la diapo suivante, je vais, lors de la création, je vais essayer de mettre plusieurs bonnes réponses et d'augmenter le nombre de fausses réponses. Donc, du coup, cette même question, ici, il y a 2 réponses exactes qui sont à peu près une reformulation de la même idée. Donc, c'est la mémoire virtuelle donne l'illusion d'une très grande mémoire centrale ou la mémoire virtuelle donne la possibilité à un processus d'accéder à une quantité de blabla. On ne voit pas la fin, ça ne rentrait pas sur la diapo. Et puis, les réponses fausses, voilà, ici, j'ai réussi à en fabriquer 8. Et voilà. Et donc, du coup, la combinatoire qu'on a là-dedans, c'est pour fabriquer une question personnalisée, avec le même début, la mémoire virtuelle, on va sélectionner une réponse exacte parmi ici les 2 réponses exactes, et puis 3 réponses fausses parmi les 8 réponses fausses qu'il y a ici. Alors donc après, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 8, est-ce qu'on en sort que 4 à la fin? Tout ça, bien sûr, ce sont des paramètres. Donc en l'occurrence, pour cette question, à partir de 2 et de 8, ça fait 112 variantes de paquets de 4 réponses. Et puis si on dit en plus que Moodle va les présenter de façon différente parce qu'il les mélange, ça fait 2688 possibilités de présentation pour cette question-là. Bon, donc du coup, par rapport à un QCM traditionnel, c'est un peu pareil, sauf qu'on augmente le nombre de réponses et puis au moment de générer quelque chose de personnalisé,
il y a un système donc informatique en l'occurrence qui va sélectionner des choses. Alors du coup, je vais arrêter mon partage d'écran et puis le recommencer avec l'autre que je vous montrais. Donc, hop, partager écran. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut que je mette. Et puis partager, et donc c'est ce que vous voyez au début. Donc là, c'est toujours cette même question, la question numéro 0002. Donc là, quand j'ai créé mon truc, il y a cette question 02, il y a cette question 03 qui arrive en dessous, le tri à grande échelle, blabla. Donc ça, c'était vraiment en lien avec l'ETP. Et puis, si je remonte au-dessus, la question 01, elle était un petit peu au-dessus. Je ne sais pas comment ça défile quand ça passe à travers Zoom. Donc peut-être pas trop que j'abuse de ce genre de choses. Voilà, donc une question très numérique avec une réponse très numérique. Donc il se trouve là que dans le formatage, c'est dans l'apparence. Dans Moodle, après, c'est une apparence qui est une allure mathématique correcte. Alors que là, c'est le formatage, qui en l'occurrence, c'est du formatage LaTeX qui s'inclut à l'intérieur du XML. Bon, donc voilà, donc ici, en fait, mes questions, je les ai regroupées aussi par thème. Donc, j'ai une notion de bloc, le bloc numéro 0, qui grosso modo, j'ai marqué map, ça a plutôt été des questions qui concernaient l'ETP. Voilà, donc j'ai le bloc numéro 0, j'ai le bloc numéro 1 qui concerne un des chapitres, des sujets qui ont été traités dans le cours. Et puis là, donc, je vais dézoomer sur ce PDF, on a tout le QCM. Voilà, donc, au fur et à mesure que je dézoome, on ne peut plus lire, bien sûr. Donc, le bloc numéro 0 concerne un thème, le bloc numéro 1 concerne un autre thème, le bloc numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et puis, donc, tout mon QCM, tel qu'il a été fabriqué, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je suis peut-être un peu trop dézoomé, ça continue de bouger. Voilà, donc on ne voit plus rien, bien sûr, on ne peut pas lire. Les seules choses qu'on voit, c'est qu'il y a des traits noirs. Je zoome un petit peu plus en avant. Donc, qui sont les blocs. Donc, à l'intérieur de chaque bloc, on a plusieurs questions. Et puis, dans chaque question, on a tout un tas de variantes possibles grâce aux différentes réponses. En plus, dans la zone qui est en bas, qui apparaît plutôt en rouge, en fait, c'est un peu ce qu'a présenté Louis avant, c'est grosso modo plusieurs instances du même exercice avec des valeurs numériques différentes. Voilà. Donc, du coup, après, quand on génère le QCM, je vais revenir à mes diapos. Donc, j'arrête le partage d'écran et je reviens aux diapos. Hop, partager. Non, il faut que partager écran. Oui, c'est ça. Et je reviens sur mes diapos. Et j'active ici. Alors, je ne vois pas mes diapos, mais elles doivent être quelque part. Voilà, elles sont en dessous sur mon écran. Donc, je ferme ce truc. Voilà, donc la présentation, donc mon QCM complet avec toutes ces variantes, c'est l'arc-en-ciel qu'on a en haut. Et pour générer un QCM personnalisé, il faut aller piocher des éléments dans tout ça, puis avec le bon nombre. Donc encore une fois, les intitulés des questions sont exactement les mêmes pour tout le monde. Par contre, c'est les possibilités de réponse qui vont varier dans la nature qualitative de la réponse si c'est du texte, quantitative si les valeurs numériques on a changé. Donc, du coup, j'avais à générer 30 QCM. Bon, alors, visuellement, on se dit, est-ce que ça se ressemble, est-ce que ça ne se ressemble pas? C'est assez difficile à voir. Donc, après, on peut analyser d'un peu plus près. Enfin, vu la combinatoire qu'il y a dans la génération, tous les tests étaient vraiment différents. Donc, même si les gens communiquent, comme l'a dit Louis, ils peuvent communiquer sur la compréhension du truc. Par contre, la bonne réponse, il va falloir qu'ils aient compris quelque chose. Donc, du coup, l'évaluation reste honnête. Je passe à la diapo suivante. Ce qui est automatique, donc le but était de personnaliser les QCM. Le moyen, donc c'est ce que je vous ai présenté, c'est d'avoir plein de variantes possibles dans les questions, d'avoir les blocs, donc déjà de mélanger les blocs. Donc, ça veut dire que les différents chapitres qui ont été abordés sont vus d'une façon différente par les différents étudiants. Sélectionner une question parmi une alternative de questions, donc ça je l'ai utilisé pour avoir des valeurs numériques différentes, mélanger les questions dans un bloc, bon effectivement ça n'avait pas de lien entre elles, donc on pouvait tout à fait les mélanger, et puis les points suivants, sélectionner une réponse exacte, sélectionner plusieurs réponses fausses parmi toutes celles qui sont fournies, et puis laisser Moodle mélanger les réponses pour que ça fasse encore plus de mélange. Technologie de tout ça, alors donc tout ça, moi je suis informaticien, je fais des cours d'informatique et donc voilà, j'ai utilisé les outils, plein d'outils, il y a du XML, il y a du Perl, il y a du SH, il y a du XSLT, il y a beaucoup de choses.
Bon, c'est des programmes qui sont portables, donc beaucoup de systèmes Unix, ça pourrait fonctionner. Voilà, donc alors ça, c'est la partie automatique, c'est de fabriquer des banques de questions. Alors par contre, ce qui n'est pas automatique, c'est que quand on veut mettre des choses dans Moodle qui s'appelle Campus chez nous, eh bien, oui, on peut dire importer, on va cliquer une dizaine de fois, on peut importer une banque de questions. Donc en fait, la fonctionnalité que j'ai faite, c'est de créer autant de banques de questions que d'étudiants. Après, j'ai créé, alors là, donc ça, c'est une dizaine de clics pour faire une importation. Puis après, il a fallu créer autant de tests que d'élèves, donc 30 tests, mais là, c'est une quarantaine de clics pour créer un test. Il faut aller mettre l'horaire parce qu'ils sont tous différents. Il fallait leur mettre un mot de passe pour que ça soit bien la personne à qui il était destiné. Voilà. Donc tout ça, c'est des centaines de clics pour faire ce truc-là. Donc 30 élèves fois 100 clics, ça en fait quand même 3000, donc ça m'a occupé une demi-journée pour faire ça. En plus, avec l'angoisse, est-ce que je ne me suis pas trompé en mettant l'heure? Est-ce que j'ai bien mis la même? Donc, c'est forcément une concentration. Donc, il faudrait bien sûr que ce truc-là soit automatique aussi, qu'on puisse dire, ben voilà, ça fait 30 tests différents, mais en fait, c'est le même. Bon, donc ça, c'est une sauce informatique, alors là, qui ne concerne plus que de la programmation, de fabriquer un fichier XML, mais ça qui intervient au niveau de Moodle. Alors, mon retour d'expérience, ben voilà, donc qu'est-ce que je viens de dire sur la création? La création d'un QCM multiple, donc ce que j'ai appelé un QCM un peu plus long que celle d'un QCM, mais malgré tout, ça reste raisonnable. Et puis, en fait, c'était quand même ma première utilisation de QCM pour l'évaluation. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un intervalle de notes beaucoup plus large que dans mon évaluation traditionnelle. Bon, effectivement, là, en l'occurrence, c'est partie de notes négatives, puisque ben voilà, ça veut dire qu'il y a des gens, ils auraient mieux fait de répondre au hasard, ça aurait fait mieux, et puis jusqu'à quasiment 18. Donc, un intervalle de notes extrêmement large. Voilà, donc j'ai terminé. Merci beaucoup, Michel. Et s'il y a des questions, on a le temps encore pour faire une ou deux questions, pour poser une ou deux questions à Michel. Vous pouvez activer vos micros. Donc, alors, juste une réaction, parce qu'on est toujours sur cette problématique de génération de questions et de construction d'évaluation en ligne basée soit sur des exercices, soit sur des questions. Hier, Jean-Claude Dufour nous faisait une présentation autour de questions et de corrections sur quelque chose qu'il disait spécifique, puisque c'était des sites web HTML et JavaScript. On avait effectivement Louis Adam qui nous disait qu'il avait aussi du code. Je pense qu'il y a un vrai regroupement de choses qui doivent pouvoir être liées. Olivier nous a aussi parlé hier d'outils pour pouvoir générer des séances de TP. Donc on voit bien qu'il y a tout un groupe de gens que ce serait sympa qu'ils bossent ensemble et qui nous proposent des supports de génération d'exercices qui soient utilisables par un maximum de gens. Ouais, moi, je te rejoins sur ces thèmes. Et Jean-Marie, je sens que c'est une thématique qui peut aller un peu plus loin que la simple utilisation en cours, et ça pourrait être un sujet de recherche au sein de l'IMT et proposer quelque chose qui va plus loin de notre utilisation conjoncturelle des évaluations de ce type. Et quelqu'un d'autre veut poser une question, exprimer un commentaire? Michel, merci beaucoup. Merci à tous. Et on passe à notre quatrième intervenant et notre quatrième présentation. Frédéric Moussin, si vous êtes là, Oui. Oui, je suis là, oui. Bonjour à tous. Bon, je vais d'abord faire partage d'écran. Voilà, c'est bon, vous voyez tous. Oui, c'est je vais faire l'affichage en mode plein écran. Voilà. OK. Donc, bonjour, oui, donc je suis en effet Frédéric Moussin. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'IMT Atlantique sur le campus de Brest.
Et donc là aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a mis en place cette année en termes donc de classes virtuelles pour faire des exercices en groupe et en utilisant comme outil Zoom. Donc ce travail a été fait avec Valérie Burdin, hein, qui est aussi enseignant-chercheur pareil, dans le même département et même école. Voilà, donc d'abord pour vous présenter le contexte, donc on a une promo de 49 étudiants qui sont en fait des étudiants qu'on appelle chez nous FIP, qui sont en fait des étudiants en alternance, formation d'ingénieur en alternance, et qui sont en l'occurrence ici en première année. Et donc cet enseignement s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de l'analyse harmonique, donc à savoir des outils mathématiques pour le traitement du signal, donc transformé de Fourier, produit de convolution, etc. Et donc là, ce dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler de séances d'exercice, même si après ça peut aussi se généraliser, mais on va voir ça plus en perspective à des séances plus de cours, entre guillemets. Donc des séances d'exercice qui font suite donc à un cours qui a été fait alors soit en synchrone avec les étudiants sous forme souvent de questions-réponses en utilisant également Zoom, ou en auto-formation à partir de documents que les étudiants ont travaillés avant la séance d'exercice. Alors, ces séances d'exercice se font en demi-promo, donc ma collègue et moi ayant chacun à peu près la moitié de la promo. Voilà. Donc, donc quand ça se faisait en présentiel les années précédentes, ces séances d'exercice se déroulaient de cette manière, à savoir les étudiants se regroupaient à 4 ou 5 autour d'une table et l'enseignant leur donnait des directives, on va dire, à savoir, bon, aujourd'hui, on va travailler sur les exercices temps à temps, du poly, etc. Et après, pendant le temps que les étudiants travaillent sur l'exercice, alors que fait l'enseignant? Ben déjà, il va surveiller que les étudiants travaillent bien sur les bons exercices et voilà, donc un peu un rôle de surveillant, hein, même s'il se fait quand même de manière passive. Il répond également aux questions, sachant que les étudiants pouvaient lever la main pour appeler à l'aide un enseignant. Et l'enseignant était là aussi pour valider les solutions, puisqu'on encourageait en fait, bien sûr, les étudiants à écrire leurs solutions au tableau. Et comme ça, l'enseignant, en passant, il pouvait dire oui, ça c'est juste, ça non, c'est pas juste, ou alors là vous êtes sur la mauvaise piste, ou au contraire, non, là vous pouvez continuer, etc. Et ce qui n'empêchait pas à certains moments de faire un point à toute la promo, en demi-promo, des rappels de cours s'ils voyaient qu'à peu près tout le monde bloquait sur un point, ou éventuellement aussi faire une synthèse des solutions pour dire voilà un peu le rôle de valideur général que pouvait avoir l'enseignant. De leur côté, durant ces séances, les étudiants ils travaillent sur les exercices. Alors, soit ils peuvent le faire en 2 étapes, c'est-à-dire seuls, puis après en groupe, ou alors en groupe dès le début. Après, ce qui leur permet de débattre des solutions selon les connaissances qu'ils ont eues et puis les idées qu'ils ont pour résoudre les exercices. Et puis, ils écrivent sur le tableau leur piste de solution pour les comparer, ou la solution qu'ils ont trouvée et qu'ils ont débattu, vers laquelle ils ont convergé à la fin et qu'ils vont proposer à l'enseignant pour validation ou pas. Alors, avec l'arrivée, bien sûr, du Covid, la forme a un petit peu changé, mais certains aspects ont quand même pu être maintenus grâce à Zoom. Donc, bien sûr, ce qui a changé, c'est que les étudiants ne pouvaient plus être dans une salle autour d'une table, mais on a quand même pu maintenir cet esprit de groupe grâce donc aux outils de formation de groupe que propose Zoom, avec ces formations de groupe qui pouvaient se faire de manière manuelle ou en utilisant un fichier ICS qui a été préalablement chargé en fait lorsqu'on crée la réunion Zoom, donc lorsque l'enseignant crée la réunion Zoom.
Alors, grâce à Zoom, l'enseignant peut encore surveiller le travail des étudiants en passant de groupe en groupe. Et il peut aussi encore répondre aux questions grâce aux options que propose Zoom, comme lever la main. Et puis, il peut aussi appeler l'enseignant qui est dans un autre groupe depuis le groupe de l'étudiant. Donc, il y a un message qui s'affiche, un tel dans tel groupe vous appelle. Donc, après, on peut accepter de dire, bon, je vais voir vos collègues de l'autre groupe. Et puis, il peut aussi valider les solutions, puisque les solutions, les étudiants peuvent les partager, les faire un partage d'écran quand l'enseignant est dans le groupe en question. Et donc, l'enseignant garde cette option de validation. Et pareil, il y a aussi une option dans Zoom qui permet aussi de demander à tout le monde de revenir dans la salle principale, donc, et pour qu'ils suivent le point sur un cours, sur un élément du cours, ou aussi une synthèse des éléments qui ont été faits par les étudiants. Alors pareil, du côté des étudiants, c'est quasiment la même chose également. Ils travaillent aussi sur les exercices seuls ou en groupe quand ils sont dans leur groupe Zoom. Ils peuvent débattre de leurs solutions, partager leurs documents via les partages d'écran ou le tableau blanc. Et puis, pareil, ils peuvent faire une synthèse sur le tableau blanc, par exemple, et la présenter ainsi à l'enseignant. Donc, en bilan, on peut dire que grâce à Zoom, on a pu maintenir un travail en distanciel qui est relativement semblable au présentiel, à quelques exceptions près sur lesquelles je vais revenir. Et donc, on a ainsi pu maintenir, en tout cas, la notion de groupe et la notion d'interaction entre enseignants et étudiants. Ceci permet d'avoir aussi des étudiants qui, quand même, restent actifs, même si l'enseignant n'est pas sur leur dos, on va dire, parce que même en l'absence de l'enseignant, l'effet de groupe fait que chaque étudiant se sent un petit peu redevable et obligé vis-à-vis du groupe d'être actif et de proposer des solutions, ou au moins, en tout cas, d'en discuter lors de la phase de travail de groupe. Et d'autre part, il y a aussi un partage de compétences au sein du groupe, parce que lors du travail en groupe en Zoom, donc en par 4 ou 5, c'est plus facile aussi de dire à ses collègues « Ah ben ça, ce point-là, du coup, je n'ai pas compris », alors qu'un autre l'a bien compris, il peut lui expliquer, et inversement. Et donc, de manière beaucoup plus facile, on va dire, que lors d'une promo, quand quelqu'un à 49, un parmi 49, lève le doigt et puis est regardé par tous les autres. Par contre, il y a quand même des difficultés qui sont dues au fait qu'on n'est pas en présentiel, et notamment l'hétérogénéité en termes de matériel à disposition. Oui, pourquoi? Alors ça c'est valable autant du côté enseignant que du côté étudiant, d'ailleurs, parce que entre celui qui a une tablette numérique avec un stylet, qui peut faire un partage d'écran grâce à un logiciel très performant, etc., et celui qui n'a pas ce type d'outil et qui doit se contenter d'une feuille éventuellement qui peut filmer ou pas, l'hétérogénéité est assez facile, très difficile, on va dire, à gérer. Et donc, c'est encore un petit peu un point sensible, on va dire. Et puis, d'autre part, dans ces enseignements, on utilise pas mal d'informations mathématiques assez poussées, donc ce qui fait qu'on ne peut pas tout faire en texte, même si on peut… Excuse-moi, je pense qu'il y a un problème avec ton micro. Et on ne t'entend pas très bien. Il y a beaucoup de bruit. Moi aussi, je n'ai pas à te comprendre. Parce que terminé. Coupe ta vidéo peut-être pour avoir une meilleure bande passante. Essaye de couper ta vidéo. Voilà, je pense que c'est sans doute ça. Là, je n'entends plus rien du tout. Je vais la caméra du coup. Je pense qu'il faudrait que tu coupes ta vidéo. Ouais, et essaye maintenant. C'est bon, je vais couper. Là, j'ai beaucoup de mal à vous entendre également. Brest est loin de tout. Ouais. Il n'y a que moi qui peux le dire, donc je le dis. En plus du bout du monde. À la pointe, mon gars. Là, on expérimente très concrètement, mon micro ne marche pas.
Il marche le tien, Michel. D'habitude, nous, c'est les directeurs. Le mien, oui, mais pas celui de Frédéric. Non, on a perdu Frédéric. Je pense On qu'il a avait à perdu peu près Frédéric. terminé. Il avait à peu près terminé. Oui, donc je pense qu'il est resté il était sur cette question de l'écriture de formules mathématiques qui reste compliquée dans les environnements numériques en ligne. Et je vois qu'il cite Christophe parce qu'effectivement, il semblerait que Christophe Rabu et Frédéric aient commencé à discuter et à échanger autour de cette question de travail en équipe et de travail à distance. Peut-être que Christophe a envie de dire quelque chose si Frédéric ne retrouve pas son micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Et toujours, il y a un bruit de fond. Peut-être si tu arrêtes les partages de l'écran, si tu as fini, oui. Ça peut être une bonne solution. Maintenant, tu peux tester et voir si on... Ok, là je vous entends beaucoup mieux déjà. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi. Oui, pareil, on t'entend mieux. D'accord. Ok, il doit y avoir un problème de débit qui fait, bon, en coupant la vidéo et le partage, du coup, ça passe mieux. Oui. Donc, ok, oui, de toute façon, j'avais à peu près terminé. Hein, les derniers éléments que je voulais dire, vous les avez vus, je pense, sur les diapos, les 2 dernières diapos que je vous ai montrées en partage d'écran. Voilà, donc avec la difficulté, en effet, avec le formalisme mathématique, d'utiliser, de transposer, on va dire, sur les outils numériques qu'on a à notre disposition, au moins de base, quoi, on va dire. Et puis, en effet, je faisais référence au travail de mon collègue que j'ai entendu que vous citiez, en effet, alors pour l'application de choses assez similaires pour des cours. Et voilà, ça peut être une perspective, en effet, de travail. Merci, Frédéric. Et si quelqu'un a des questions ou un commentaire à faire par rapport à des expériences similaires qui se sont produites dans chaque école, je pense que... Oui, alors, moi j'ai une question qui est à la fois une question et un commentaire. On a essayé d'utiliser Zoom avec les breakout rooms à Télécom Sud Paris pour une UV que je coordonne. Et en fait, on a eu un souci très concret, c'est qu'on était 2 enseignants. Et en fait, il n'y en avait qu'un seul qui avait le droit en fait, de créer les breakout rooms et de mettre l'autre enseignant dans une de ces salles. Ce qui fait que ça manquait de souplesse. Alors, c'est peut-être dû au fait qu'on utilisait la version gratuite de Zoom, mais qui est ouverte illimitée en temps pour les étudiants. Peut-être que la version payante n'a pas ce problème-là. Mais visiblement, c'est un souci de co-animateur sur Zoom. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Alors, dans notre cas, en fait, on avait un seul enseignant par groupe. Du coup, c'était un enseignant gérait 6 groupes de 4 ou 5 étudiants. Donc, il y avait en fait sa propre salle Zoom, on va dire. Donc, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais en effet, j'ai été confronté à ce genre de choses parce qu'une fois, on avait fait en commun avec ma collègue, là, Madame Burdin, alors c'était sur un cours et un cours plus magistral, entre guillemets. Et à la fin, étant donné que le cours avait été un peu plus court que prévu, on voulait remettre les étudiants en groupe pour retravailler les exercices ou éventuellement retravailler aussi le cours pour poser des questions. Et en effet, du coup, ma collègue s'est retrouvée dans un groupe. Enfin, j'ai pas pu trouver en effet une solution immédiate. Alors, j'ai pas non plus cherché beaucoup parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps, mais une solution immédiate qui permettait d'extraire ma collègue, on va dire, d'un groupe. Tout à fait. Oui, je vois Philippe Beaune Je vois Philippe Beaune qui écrit que même problème avec la version payante de Zoom. 2 remarques encore. Zoom, il y a une fonction qui est assez intéressante, j'ai pas vu beaucoup de gens la mentionner, c'est la prise de contrôle d'un ordinateur à distance. Et ça, quand on est informaticien, c'est génial. Ça évite de dire à l'étudiant « Hey, il faut que tu cliques là, etc. » Voilà. Et pour résoudre ce problème de 2 enseignants qui doivent se balader dans des petites salles, en fait, nous, on est parti sur Discord, qui est beaucoup plus souple. Mais vraiment, c'est impressionnant. On switch de groupe presque instantanément. Enfin, c'est vraiment très chouette. Mais voilà, et Olivier évoque Mèche Centrale. Oui. Avec toujours la question de la multiplicité des outils, où tes étudiants à 8 heures sont sur Zoom et à 10 heures sont sur Discord. Mais bon, alors, ça se voilà. L'UV est dans le cadre d'une UV qui est introduite aux jeux vidéo et j'ai aucun souci à les mettre sur Discord. Discord a été plébiscité par plein de gens, c'est vrai.
Oui, Et c'est pardon. très sympa. Oui. Vas-y, Christophe. J'ai un collègue qui a utilisé Discord, il en est très content. Ce que je voudrais préciser, c'est que une différence par rapport à ce que fait Frédéric et Valérie, je trouve extrêmement intéressant de faire précéder le travail moi j'appelle en équipe, hein, parce que c'est plus valorisant que le mot groupe. Hein. Je crois que le vocabulaire, quelquefois, il est important. Je leur demande de faire du travail individuel avant, en travail personnel à la maison, ou des choses, enfin, a priori. Hein, et ils arrivent en équipe, ils confrontent le travail qu'ils ont fait ensemble. Ce qui fait que s'ils ont fait le même exercice ensemble, s'ils ont fait les mêmes résultats et la même stratégie, ben, il n'y a pas besoin d'en discuter beaucoup et on a gagné un quart d'heure d'exercice pour cette équipe-là. Et ceci, du coup, rend faisable le fait de faire travailler sur le cours, où le cours est travaillé sur polycopier ou sur livre avant la séance et les difficultés sont confrontées pendant la séance. Mais je crois que le principe du travail individuel, puis par équipe, puis éventuellement en classe entière par l'enseignant, est quelque chose de très dynamisant, très responsabilisant et très efficace. Certains étudiants disent qu'ils trouvent qu'en temps de travail global nécessaire, plus de la moitié des étudiants disent que c'est plus efficace en temps de travail global nécessaire que les méthodes traditionnelles. Et le passage, effectivement, en distance, en Covid, j'appelle ça en confinementiel, est extrêmement facile par rapport à ça. La difficulté a été perçue même sous Discord quand un étudiant écrit des choses sur un papier et veut communiquer aux autres par rapport au fait de mettre la feuille devant la caméra ou tout ça. Là, c'est pas facile. Ça gêne un peu la communication au sein des équipes. Mais les enseignants, je connais 3 enseignants qui pratiquaient ça avant et l'ont continué spontanément pendant le confinement et encore maintenant, en sont contents. Je ne sais pas ce que ça donne pour des choses qui seraient démarrées directement en confinement. Je ne sais pas si Frédéric, vous aviez commencé avant le confinement ou pas, mais le fait de se connaître et d'avoir eu un échange interpersonnel avant, je pense, est appréciable. Alors en effet, Valérie, elle les avait déjà eus, ces étudiants, au premier semestre, dans le cadre d'un autre module un peu de mathématiques pour l'ingénieur. Moi, par contre, je découvrais les étudiants durant le confinement. Je ne les avais pas connus du tout avant. Et alors l'avantage, en effet, c'est que Valérie déjà avait identifié quelques personnes, on va dire. Donc du coup, j'allais pas totalement en terre inconnue, quoi, voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi qu'il faut au moins un contact avec les étudiants un peu avant pour se connaître un peu physiquement, parce que c'est extrêmement difficile de dialoguer, enfin de maintenir un échange avec des gens qu'on n'a jamais vus, quoi, en fait. Mais je crois que c'est vrai pour tous les trucs, même si on n'est pas par petite équipe. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Je fais les gardiens de temps. Je suis les méchants qui coupent les conversations quand elles sont très intéressantes. Et donc, je propose de passer à notre 5e retour d'expérience. C'est Michael André de Saint-Étienne. Oui, bonjour. Atelier. Donc, je te laisse partager ton écran. Très bien, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Bon, parfait. Effectivement, je vais partager mon écran. Voilà, donc moi pendant ce confinement, j'ai pu expérimenter quelque chose de très différent de ce qu'on a pu entendre, puisque c'est une expérience bien différente qui concernera plutôt le développement personnel, le bien-être de l'étudiant, et j'ai attaqué ça par l'angle de la méthodologie de l'étudiant. En fait, à partir du 17 mars, et la date n'est pas anodine pour moi parce que c'est la Saint-Patrick, j'étais un peu triste de me dire il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire et je pense que les étudiants aussi doivent ressentir la même chose.
L'idée étant de me rapprocher du réseau de coachs que je connaissais et de gens concernés par le développement personnel pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut s'engager pour accompagner différentes personnes. Moi, je suis Michael André, je suis responsable du pôle pédagogique à l'école des mines de Saint-Étienne. Et par ailleurs, je suis coach certifié, donc j'ai quelques clients avec une petite boîte de formation et de coaching. Et effectivement, en échangeant avec mes collègues coachs, ce qui m'est venu, c'était peut-être qu'on pouvait... c'était d'abord le ressenti qu'on était en confinement, au sens qu'on était sur des îles désertes et qu'on était dans les confins géographiques, dans les limites de notre environnement, et qu'on pouvait peut-être se mettre en archipel. Voilà. On a pris ce terme-là, on était quelques-uns à lancer des ateliers. Moi, j'ai pris le terme d'atelier d'archipel, et au départ, c'était sur comment ne pas revenir à la normale, en fait. C'était comment profiter de ce temps de confinement pour réfléchir un peu et dans sa vie personnelle, revoir un peu le design de sa vie pour ne pas revenir à la normale. Et puis progressivement, je me suis dit que dans ces ateliers qui étaient faits pour moins je l'ai lancé pour 8, c'était beaucoup trop, donc voilà, pour 5-6 personnes. Dans ces ateliers, les échanges étaient intéressants et on était dans une logique de co-développement qui était intéressante et que je pouvais peut-être transférer auprès des étudiants qui devaient rencontrer peut-être de l'épuisement ou des problèmes méthodologiques pour apprendre à distance. Donc j'ai lancé quelques ateliers sur Mines Saint-Étienne et puis plus globalement sur les écoles de l'IMT, encore eu un hier. Donc c'est là-dessus que j'ai envie de faire un retour aujourd'hui avec vous. Et ce que j'ai observé comme évolution, John l'avait dit, c'est une situation quand même qui procure beaucoup de stress. Et même si on n'est pas forcément en détresse, on a besoin aussi d'en parler, de formuler le stress pour dégager des solutions. Donc effectivement, être en atelier, en groupe, c'est intéressant pour dégager ses propres solutions personnelles. Ce que je constate aussi, c'est une évolution. Il y avait beaucoup d'étudiants et j'ai accueilli quand même 3 profs, 3 enseignants qui se sont joints à l'atelier. Donc je me dis, il y a un besoin aussi côté enseignant et on l'a bien partagé aujourd'hui. Donc voilà les principes que je lançais effectivement dans le mail qui était à destination de l'IMT. Et l'idée, effectivement, c'est essentiel pour moi, c'est d'avoir une position basse, c'est-à-dire de se dire c'est l'élève qui a sa propre réponse, pas moi qui vais lui enseigner quoi que ce soit en méthodologie, c'est en cernant sa problématique, en l'accompagnant sur la formulation de sa problématique, et avec l'appui d'un groupe qui peut être réconfortant, qui peut être valorisant, on va le renforcer pour l'aider à trouver ses solutions. Alors, ces positions basses, et en même temps, par rapport à l'enseignement ou la formation, qui est une position plutôt haute, avec un apport de savoir, même si la pédagogie peut créer des choses constructives, co-constructives, voilà, on va opposer quand même position haute et position basse. Là, c'est vraiment, je fais comme si je n'avais aucune solution et je m'interdis de donner la solution. Je continue de questionner jusqu'à ce que ça fasse un déclic, eureka, un peu pour la personne. Et bizarrement, ça demande beaucoup de directivité aussi. Enfin, c'est pas tout à fait paradoxal, c'est un peu normal aussi. Ça demande beaucoup de directivité, c'est-à-dire que les interventions devront se faire dans un cadre assez précis pour que les choses se disent bien, se formulent bien et que ça se passe bien pour chacun. Alors, je commence souvent en disant que cette situation est inédite, beaucoup en ont parlé. La situation, on a pu bricoler, j'ai entendu ce mot tout à l'heure, effectivement, on a pu bricoler, mais on n'est pas dans un apprentissage comme sur lequel on avait souscrit, j'ai envie de dire, ni enseignant, ni étudiant. Voilà, je commence un peu cet atelier comme ça, puis j'ai pris aussi cette illustration que j'ai trouvée sympa, qui tourne en ce moment sur le net, pour dire, mine de rien, une des choses principales qui est vraiment embêtante, c'est qu'on se retrouve dans la même posture pour faire différentes fonctions de notre vie et qu'on peut s'y perdre. Et j'aimais bien aussi ce qu'a apporté Ben quand il parlait d'Inception. Effectivement, on ne sait plus dans quelle dimension on est. On se retrouve dans des petits groupes, dans des plus grands groupes. Il y a la réalité réelle, je dirais, autour de nous aussi. Donc,
Généralement, je crois j'ai l'impression qu'il y a une diapo qui a dû sauter. Ou alors elle vient après, c'est étonnant. Non, mais j'ai une diapo qui a dû sauter, qui est quand même important, donc j'y reviens un petit peu dessus. J'emploie une méthode qu'on peut retrouver sur Internet qui résume un peu les techniques de coaching en 4 lettres. G-R-O-W, le GROW, en plus ça donne un peu le pouvoir de développement, GROW. C'est GOALS. C'est d'abord de commencer effectivement par qu'est-ce qu'on vient chercher, être bien clair sur ce qu'on vient chercher dans ce type d'atelier. Donc l'objectif, c'est la réalité. Et là, effectivement, mon rôle, il est vraiment de faire parler l'étudiant pour qu'il puisse dire où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe, avec qui ça se passe, sa problématique, dans quelle situation précise, pour le faire passer de par exemple, je suis complètement démotivé, ok, mais démotivé pourquoi? Dans quelle situation précise? S'il y avait une échelle de la démotivation, où est-ce qu'on garde encore de la motivation et on n'en garde pas, etc. Et ensuite, on va sur la recherche d'options. Alors, c'est là où je peux switcher un peu en tant que formateur. Je bascule un peu en donnant peut-être, en fonction des problématiques qui sont soulevées, quelques éléments sur la gestion du temps, sur planifier ses tâches, sur les profils d'apprenants, si c'est différent. Donc, je mobilise quelques connaissances que j'ai sous le coude et que j'active uniquement si besoin. Et enfin, le W correspond à will, c'est l'intention, c'est en fait un plan d'action. Qu'est-ce que cet après-midi, qu'est-ce que demain matin, je m'engage à faire dans ma vie perso pour provoquer du changement. Donc voilà un peu les questions que je peux, dans la partie goals, poser aux étudiants. Alors voilà, on va y retrouver un peu le vocabulaire du coach, hein, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans le mail, ce que je peux ressentir, parce qu'on essaye toujours de faire en sorte que les personnes en face se sentent concernées dans tous les canaux sensoriels. Et puis, alors grâce à l'infographiste avec lequel je travaille, Créa Bang, on a pu avoir une petite échelle. Généralement, à comment ça va, on répond ça va. Ou on répond ça va pas du tout. Et ce que propose ce type d'atelier, c'est de se dire, sur cette échelle-là, comment je me ressens. C'est une échelle qui n'a aucun critère rationnel, c'est du positionnement, c'est du ressenti. Mais c'est intéressant surtout, et on va retrouver dans ce type d'atelier la dimension coaching, de dire, OK, si je suis pourquoi pas Zou, qu'est-ce qu'il me faudrait pour être l'étape suivante Zazou? Sans avoir forcément décrit chacune des étapes, mais c'est dans la réalité de la personne, comment elle se sent et qu'est-ce qu'il lui faudrait, c'est déjà aller vers la solution parce qu'on se tourne vers l'optimisation. Et puis voilà, donc après, à partir de là, effectivement, ce que j'ai pu observer, donc le retour d'expérience que je fais par rapport aux étudiants que j'ai entendus, on va retrouver ce qui a été dit en première partie de cette matinée, hein, c'est un enthousiasme au départ qui est là, et puis un épuisement de la part des étudiants. On retrouve aussi des choses nouvelles, c'est-à-dire que les étudiants ont pu décrire qu'ils apprenaient à se connaître en tant qu'étudiants dans cette situation, dans le sens où ils n'avaient jamais imaginé que même sans parler à côté de leurs camarades, en amphi ou dans une salle de cours, il y a un appui qu'ils sentent dans le groupe, même si on ne se parle pas, même si on ne collabore pas. Au moins, on voit les signaux, à quel moment le cours bascule vers une autre phase, parce que les corps bougent, parce que voilà, on sent que l'activité bouge, et ça, c'est un appui fort, alors que l'aventure individuelle demande vraiment, de suivre individuellement le cours, demande énormément d'efforts. En fait, enseignants et étudiants m'ont rapporté l'absence cruelle de feedback, qu'il soit de la part du prof, de la part des élèves. Je crois qu'on est un petit peu décontenancé sur le fait que, là, par exemple, est-ce que je suis en train de faire un monologue ou si je suis vraiment en train de communiquer auprès de vous? Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Et j'ai hâte que vous puissiez m'y répondre, enfin m'aider à y répondre dans quelques instants. Donc voilà, c'est cette absence de feedback qui est un peu compliquée. Donc j'essaye avec les étudiants de dégager des pistes pour eux très concrètes. Alors c'est aller, pour donner quelques exemples, ce sont des élèves qui ont pu me dire, moi je me perds dans les réseaux sociaux par exemple parce que je décroche, parce que je suis auditif et que
Il y a plein de choses visuelles qui passent et en même temps, il y a mes notifications Facebook, etc. et j'y réponds. Donc, ça a été des choses dans ce cadre très confidentiel, hein, très ouvert, pouvoir les aider à pouvoir mettre en place des mini-stratégies pour eux, pour enlever les notifications, pour se faire une vraie session d'une demi-heure qui consacre à leur loisir, réseau social, et que ça ne vienne pas parasiter la situation d'apprentissage. Et puis voilà, j'ai ressorti des choses qui sont classiques sur comment, parce que beaucoup effectivement disent apprécier les vidéos qui sont regardables a posteriori du cours, sauf qu'ils accumulent une sorte de dette comme ça de tâches à effectuer pour lire ces vidéos. Donc, à eux de voir comment ils vont pouvoir organiser, par exemple, la matrice d'Eisenhower, l'urgence des tâches. On a beaucoup parlé de la gestion du temps également pour eux. Voilà, donc j'ai évoqué un certain nombre de principes et certains, ça leur permettait donc à la fin de dire dans les principes qui ont été évoqués, moi je garde la loi de Parkinson. Effectivement, il faut que je me dise cette tâche doit prendre 20 minutes et elle me prendra 20 minutes. Il faut que je sois là-dedans parce que si je dispose de tout le temps possible, je vais errer dans le temps et m'y perdre. Voilà, moi j'ai quelques petites astuces que j'ai inventées aussi. C'est partir aussi de soi, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans une journée et comment faire en sorte que dans la journée, il y a un petit moment comme ça où il y a vraiment une pause et où je retrouve les livres, les films, les musiques que j'aime pour que je ne me sente pas comme aliéné par l'agenda en ligne, l'agenda numérique et les activités numériques, mais que je me sente vivant aussi. Voilà, si beaucoup ont évoqué que c'était compliqué de ne plus avoir trop de liens les uns avec les autres, bon, ben voilà, certains me disent, mais en fait, je ne le fais plus, il faut absolument que je me fasse aussi un Skype ou juste un coup de fil quotidien aux gens que j'aime. Voilà. C'était des choses aussi basiques que ça, mais c'était réorganiser, remettre un peu en ordre tout ce que le confinement venait un peu perturbé. Et puis, on a eu voilà, des évocations aussi et des témoignages de trouvailles de la part d'étudiants qui disaient, voilà, sur Habitica, par exemple, qui est très gamifié. Donc, il y a certains étudiants qui s'y sont vraiment retrouvés. Comment on utilise une task list aussi pour que ce soit positif et que ce ne soit pas juste faire la liste de tout ce qu'on devrait faire si on le faisait et on ne le fera peut-être pas parce qu'on se sent nul. Donc, c'était aussi des petites astuces pour garder le moral. Voilà, ça se rapproche aussi, j'ai bientôt fini, ça se rapproche de l'analyse de situations critiques, mais moi je ne l'ai pas mené comme ça parce que je sentais qu'il y avait vraiment le besoin d'échanger son expérience, alors que l'analyse de situation critique, qui est très directive, chacun expose sa situation problématique, mais on choisit une situation sur laquelle on cherche clarification, puis solution. Et là, je me suis dit, il va y avoir, ça va provoquer de la frustration pour tous ceux qui n'auront pas pu parler de leur situation. Et enfin, j'évoquerai simplement qu'en ce moment, sur le site edX, pour lequel on a reçu des coupons possibles, il y a vous pouvez le suivre à titre gratuit sans certification, ce parcours MOOC qui est intéressant parce qu'il parle vraiment de la posture basse. Comment, dans les situations de tutorat, dans les situations de retour avec les étudiants sur l'enseignement, on peut être learner centré. Voilà. J'aimais bien cette expression. Donc voilà, moi, ce que j'ai pu expérimenter et stabiliser un peu comme format, la réflexion que je me fais aujourd'hui, c'est que effectivement, comme en ayant suivi les enseignants dans cette aventure, j'ai remarqué que les feedbacks manquants devenaient des petits dispositifs ou clap ou autres pour dire, bon, ce cours, quel bilan on en fait? Et finalement, certains enseignants me disaient, je fais apparaître là une rétroaction de mon cours que je ne faisais pas spontanément en présentiel. Je me dis que ce type d'atelier, on va en avoir besoin parce qu'ils vont sans doute supplanter des choses qui seront manquantes. Ils vont remplacer des choses qui seront manquantes dans notre quotidien. C'est peut-être la machine à café, c'est peut-être des espèces de débriefing sauvages qu'on peut faire dans une journée et pas seulement une succession de Zoom. Merci beaucoup, Michael.
Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de questions. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou une question à poser à Michael concernant cet atelier archipel, qui d'ailleurs a été proposé pour tous les élèves et étudiants de l'IMT. Et bon, je vous laisse la parole. Oui, ben, je vais juste un commentaire. Alors, je trouve génial ce truc-là et probablement je vais te contacter offline si ça perdure parce que pour l'option qui va démarrer en septembre, pour moi, ce serait chouette que tu interviennes auprès de mes étudiants. Juste une réflexion, il y a l'IMT qui propose une formation sous la forme 4 fois 1h30 pour les employés. C'est de la formation continue et qui est passionnante. Notamment, il y a un aspect sur les drivers de l'analyse transactionnelle, les messages contraignants qu'on a en nous. Donc, il y a 5 types, 5 drivers. Et le formateur invite chacun à réfléchir pour chaque driver, quelles sont ses difficultés en situation de confinement. Parce que clairement, ça appuie aux endroits où ça fait mal. Et c'est très, très éclairant. Donc, ouais, vraiment, bravo, Michael. Merci. Merci Michel, merci Michael. Et on passe au dernier retour d'expérience d'aujourd'hui. Comme ça, après, on peut aller manger. Et avant, je pense qu'on va vous donner quelques consignes pour ce qui va se passer cet après-midi. Et je ne sais pas qui va partager. Donc, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, Céline, merci. Je vous laisse vous présenter votre retour d'expérience. Ah. Très bien. La parole à Céline. Oui. C'est parfait. Alors, très bien. Bonjour à tous. Avec l'équipe accompagnement, nous allons vous présenter comment l'école IMT a vécu sa continuité pédagogique. Dans un premier temps, nous commenterons les résultats d'une enquête qui a été menée. Et dans un deuxième temps, nous diffuserons des témoignages d'enseignants. Donc, il s'agit d'une enquête qui a été lancée le 15 mai auprès des enseignants. Nous avons obtenu malheureusement que 26 réponses en date du 21 mai. Il y a eu un temps assez limité. Sur le premier résultat marquant, c'est la grande diversité des pratiques pédagogiques. Comme vous pouvez le voir, il y a une harmonie des pratiques au niveau des enseignements. On a eu des enseignements par projet, des enseignements magistraux, des TD, des évaluations, des soutenances également ont été menées et ainsi que des collaborations avec les pairs d'équipes d'accompagnement et autres. Nous souhaitons aussi faire un zoom sur les évaluations. On voit aussi qu'il y a une grande diversité des outils avec des QCM qui ont été menés avec Socrative, mais également avec Moodle, où on a pu avoir des dépôts de devoirs. Et nous avons aussi mené des vidéosurveillances avec Teams pour les devoirs sur table. Du point de vue qualitatif, le basculement à distance subi et brutal a produit des effets dont les enseignants sont conscients et qu'ils expriment. Mis à part les difficultés techniques, il y a à la fois une prise de conscience d'un besoin de formation aux outils dédiés, mais aussi l'émergence d'une réflexion personnelle sur l'efficacité des pédagogies employées. Et ça, c'est une très bonne conséquence de la période de confinement. En effet, les enseignants se questionnent sur le séquencement de leurs enseignements, sur l'interactivité avec les étudiants, sur la motivation des étudiants et sur la pertinence des modes d'évaluation. Du point de vue de l'accompagnement des enseignants par l'équipe TIS et Pédago, on note une très bonne satisfaction vis-à-vis du soutien qu'ils ont obtenu et l'explicitation de besoins en formation bien identifiés, que ce soit autour de la production de contenus multimédia et des outils d'enseignement et d'évaluation à distance. On a donc du travail pour les mois et les années à venir. Bonjour à tous. Je vais maintenant vous illustrer l'adhésion aux outils d'enseignement à distance mis en place pendant le confinement au travers de graphiques issus de Microsoft Teams, qui a été le principal outil d'échange en direct pour l'enseignement.
Microsoft Teams a été choisi dès le départ car c'est un outil que nous avions à disposition depuis peu dans nos licences Office 365 Éducation A1 gratuites et qui nous a semblé aussi le plus complet pour les différents usages pédagogiques envisagés durant le confinement. Nous avons commencé à travailler avec les enseignants dès le premier week-end pour préparer le premier cours à réaliser avec Teams le lundi 16 mars au matin avec environ 80 élèves. Le succès a été immédiat et ne s'est pas démenti par la suite. En effet, on voit que l'utilisation de Teams a été conséquente et régulière, avec entre 460 et 770 utilisateurs actifs chaque jour de la semaine. Donc ça veut dire prof, intervenant, élève. Et donnée intéressante, eh bien, on voit que Teams a été également utilisé par 200 à 400 personnes le week-end, ce qui prouve bien l'adhésion des élèves à cet outil. Les vacataires ont été impliqués dès le départ et véritables parties prenantes. Comme on le voit, on a 444 comptes invités dans notre instance Teams. Et dès la deuxième semaine de confinement, on a eu entre 10 et 50 vacataires actifs chaque jour de la semaine, avec même une pointe à 175 sur une seule journée. On voit ici que c'est un petit récapitulatif sur les réunions organisées en visio dans Teams. Donc, plus de 1700 réunions en 2 mois, entre le 16 mars et le 16 mai. Et une vraie régularité dans ces réunions avec 20 à 80 réunions. Donc, réunions Teams, ça veut dire essentiellement cours, TD, jury, etc. Pour la pédagogie. Entre 20 et 80 par jour, chaque jour de la semaine. Et enfin, les retours sont très positifs. On voit bien que Teams a été l'outil le plus utilisé en visioconférence pour la pédagogie, que le sentiment global est vraiment satisfaisant avec une moyenne de 4,12 sur 5. Et plusieurs enseignants se sont d'ores et déjà engagés à poursuivre son utilisation, notamment pour le travail en mode projet. Voilà, derrière ces différents éléments de contexte donc, qui sont plutôt globaux, on a choisi de vous montrer deux enseignants, 2 interviews, une première sur l'utilisation d'un outil et une seconde interview sur plus de la mise en œuvre pédagogique autour d'une simulation qu'il fallait faire et porter à distance. Alors, je crois que je n'ai pas partagé le son, donc je vais repartager, si vous permettez. Et on t'entendait très bien. Non, mais le son de l'ordinateur, par contre. Ah, pas d'accord. et là ça pouvait gêner. Je pense que ça va se passer beaucoup mieux comme ça. Parce que si on montre des vidéos sans le son, c'est bête. Clairement, c'est moins cool. Voilà, là, vous l'avez, je pense. Oui. On a essayé de faire très court, hein, mais... Le tableau blanc m'a aussi permis d'améliorer mon cours, de l'améliorer parce que j'ai pu le préparer avant, ce que je ne faisais pas forcément auparavant en présentiel, d'intégrer des photos afin que mon cours soit mieux illustré. Et le fait d'intégrer les photos sur tableau blanc, c'est extrêmement pratique, facile. On peut bouger les photos même en direct pendant le cours, sachant que le tableau blanc, ce n'est pas uniquement un tableau sur lequel on écrit, on dessine et puis on efface. En fait, il y a tout un déroulé. On garde la trace sans arrêt, on fait monter ou descendre le tableau blanc, on fait des zooms. Et l'amélioration aussi conséquente que j'ai trouvée, c'est que je fais mon cours en direct, et puis par la suite, le soir ou le lendemain, etc., j'ai la possibilité d'améliorer le cours, de réécrire certaines parties du cours, de redessiner pour que ce soit plus compréhensible, en fait d'améliorer complètement ce cours qu'après je mets sur Moodle. Ce qui est intéressant aussi du point de vue des étudiants, c'est que je peux montrer très facilement quelque chose. Je peux surligner, si je veux surligner des choses qui me semblent importantes. Donc là, par exemple, je le fais en jaune. Je choisis les couleurs que je veux. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc tout ça, en fait, je l'ai fait en direct. Ça demande un petit peu d'entraînement au départ, mais après, ça se fait très bien. Donc vous voyez, bon, les dessins sont compréhensibles pour les étudiants. Le texte, on écrit vraiment comme si on écrivait sur une feuille de papier. On a à peu près le même ressenti.
Alors oui, ça va modifier mon enseignement en présentiel parce que jusqu'à maintenant, je faisais des cours sur tableau avec la craie dans un grand amphi où il y avait 220 étudiants. Les étudiants du fond ne voyaient pas forcément ce que j'écrivais parce que certes j'écrivais gros, mais ce n'était pas forcément clair du point de vue clarté, contraste, etc. Et là, je me suis aperçu que même avec une tablette qui était petite, j'avais la possibilité de dessiner au moins aussi bien que ce que je faisais sur un tableau noir. Donc j'ai décidé, lorsque je serai en présentiel, de continuer ce mode-là, qui permettra à tous les étudiants de bien voir ce que je fais, parce que j'aurai la possibilité de projeter ça sur grand écran avec vidéoprojecteur. Voilà, et les étudiants aussi auront la possibilité d'avoir leurs notes, mais aussi finalement le cours que moi j'aurais fait en direct. Donc je trouve que c'est mieux que d'avoir un polycope ou un PowerPoint. Donc oui, je continuerai ce mode-là que je trouve très intéressant. Donc là, on passe vraiment plus sur les aspects projet. Alors, le projet bâtiment, c'est un apprentissage par projet de conception et d'ingénierie tout corps d'état de la construction d'un ouvrage public. Donc, c'est un exercice pédagogique qui est très complexe, qui dure 175 heures à l'emploi du temps, qui se déroule en 3 phases et qui met en situation professionnelle très concrète 5 équipes de 8 élèves. Donc c'est un exercice qui est déjà très structuré dans son pilotage, dans son encadrement, par des séquences pédagogiques. Et sans ça, je pense que l'adaptation aux modalités à distance aurait été très très difficile. Donc les séquences pédagogiques, c'est quoi? C'est des conférences techniques qui jouent le rôle de cours, des formations, des espaces consultants dans lesquels les enseignants, les experts professionnels qui encadrent le projet jouent le rôle d'enseignants, transmettent et encadrent, font avancer les élèves sur leurs études, du travail en autonomie. Et puis, pour chacune des phases, puisque le projet est découpé en 3 phases, il y a l'évaluation, le temps de l'évaluation, c'est-à-dire la production écrite par des livrables et puis des revues de projet, donc des soutenances. L'outil Teams nous a permis de repositionner ce cadre de pilotage de ce processus d'apprentissage de manière très très efficace, presque comme si on était en présentiel. Parce qu'on a pu réaliser le séquençage, on a pu réaliser des réunions, on a pu intégrer donc les intervenants extérieurs qui n'étaient pas dans la base. Et ce qui me fait dire que c'est une réussite, c'est que ce qui nous a servi d'outil pour encadrer, les élèves se le sont appropriés pour organiser leur travail en équipe, leur travail de groupe. Donc les retours sur l'outil, sur cet outil Teams, ils sont très 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 positifs puisque les études, l'acquisition des compétences, des nombreuses compétences sur ce projet de bâtiment s'avère réussi. C'est-à-dire que les élèves ont progressé quasiment de la même manière que s'ils étaient en présentiel. La cohésion d'équipe a prise, parce que ça c'était le point d'interrogation majeur. La problématique d'un apprentissage par projet, c'est vraiment la cohésion du groupe. Et on ne savait pas à l'avance ce que ça aurait pu donner alors que chacun des membres de chacune des équipes était chez lui ou dans un lieu, voilà. Donc ça a réussi à apprendre par un pilotage très très présent, à distance. C'est-à-dire que le contact est nécessaire, l'humain est nécessaire pour l'apprentissage et donc l'outil Teams le permet. Voilà, donc en résumé, sur ces éléments, ce que la plupart des enseignants en tirent, c'est que ces périodes à distance ont été beaucoup de travail,
mais ça a été aussi des possibilités de s'interroger sur sa pédagogie et de l'améliorer. En particulier le dernier exemple où on se rend compte que en cours de route, le fait de passer à distance sur une pédagogie par projet, ça a pu fonctionner, on a pu le vérifier, ça a même mieux fonctionné que ce que ça fonctionnait les années précédentes à distance. Alors, je ne sais pas sur la conversation s'il y avait des questions ou des remarques particulières pour revoir tous les éléments, mais on est prêt à répondre aux éventuelles questions que vous auriez. Merci Jean-Paul, merci tout le monde. D'ailleurs, oui, j'ai vu qu'il y avait quelques questions concernant les équipements. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, comment les tablettes, comment ça a été reçu. Alors, mis en place, oui. C'est vrai qu'on a eu l'avantage, mais Céline aurait pu répondre presque mieux que moi, d'avoir mis en place des iPads pour l'ensemble des élèves au début de l'année scolaire. Donc, pour eux, pour la prise de notes en numérique, la récupération des supports, ça s'est très bien passé. L'enseignant Michel Ferlu qui utilisait finalement, c'est un peu un fil à couper le beurre, ce whiteboard qu'il a utilisé, mais ça lui a permis de faire le parallèle et de se retrouver sur un outil qui était plus performant parce que c'est un tableau infini qui se trouve finalement sur une tablette. Alors, il se trouve que lui, il n'avait pas un iPad, il a utilisé le Surface Pro et il a utilisé 2 écrans, en effet, avec son Surface Pro pour pouvoir voir en même temps les conversations des élèves. Parce que souvent, comme c'est le cas ici, les élèves interviennent par écrit pendant des diffusions orales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions ou des commentaires concernant l'expérience qui a été présentée? L'outil de tableau blanc, c'est Michel Simatic qui parle. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme logiciel? C'est l'outil de tableau blanc de Microsoft. Il s'appelle Microsoft Whiteboard. Whiteboard, d'accord, ok. C'est celui-là qui est dans les plus simples, mais qui est intégré aussi plus ou moins à Microsoft Teams. Quand on l'utilise depuis les iPads, on peut le retrouver. D'accord, merci. Et en fait, depuis Teams, quand on lance, on peut partager un tableau blanc. Et quand on partage un tableau blanc, ça ouvre automatiquement un tableau blanc partagé dans l'application Whiteboard, qui est accessible du coup depuis Teams en version simplifiée ou depuis Whiteboard, et directement partagé avec tous les membres participants à la réunion. Donc c'est ça qui est pratique, c'est que quand on le lance depuis Teams, tous les participants, il est lancé chez tous les participants en fait. Et chez tous les participants, il est proposé de l'ouvrir dans Teams ou dans l'application Whiteboard pour poursuivre en même temps ce qui est fait et éventuellement modifier aussi le tableau. Après, on peut l'utiliser en mode présentation aussi. On n'est pas obligé de partager le tableau blanc. Là, ce que Michel faisait, c'est plutôt un partage d'écran de son tableau blanc. Du coup, c'est en lecture seule pour les élèves. Il y a les 2 modes qui sont envisageables. Donc, c'est vrai que c'est les fils à couper le beurre et c'est en conclusion là-dessus, on est plutôt content parce que on a trouvé un outil qui nous a permis de continuer à fonctionner. Mais encore une fois, comme ma remarque précédemment, continuer à fonctionner, c'est sans doute plus simple que redémarrer une formation et les questions qui ont été traitées en partie par les autres intervenants de démarrer une formation, comment créer une communauté d'apprentissage et tout ça, c'est des questions à se poser vraiment pour la rentrée. Merci Jean-Paul, merci Renaud, Céline et Claudia. Et s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va se retrouver à 14h30. Donc, on vous envoie un lien Zoom que Jean-Marie vient de poster dans les conversations, mais on va vous envoyer aussi un mail avec plus d'instructions concernant les déroulés de l'après-midi. Jean-Marie, si tu veux dire… Oui. Non, c'était juste pour dire que l'adresse mail avait déjà été envoyée dans le mail de hier ou avant-hier où il y avait toutes les connexions pour les 2 jours. Donc le lien y était déjà, si jamais vous ne recevez pas le mail suivant.